Imaginez la scène. Une chambre d'hôtel un peu miteuse à New York. Un adolescent, Holden Caulfield. Il vient de dire non à une jeune prostituée, Sonny. Et là, on frappe violemment à la porte. C'est l'ascensoriste, Maurice, qui revient avec elle. Il grogne un truc du genre. Qu'est-ce qui se passe, le mec? On a un petit problème? Holden est terrifié, mais il essaye de tenir tête. Il dit qu'il a payé ce qu'il devait. Et Maurice s'approche, menaçant. Le tarif, c'est 10 $. Tu me dois encore 5 $. Là, la tension est palpable. Et c'est là que ça bascule. Maurice l'attrape, le plaque contre la porte. C'est d'une violence crue. Ce qui est terrifiant là-dedans, c'est pas juste l'agression. C'est l'effondrement total de sa naïveté face au monde adulte. Ah oui, c'est un point de rupture absolu. Toute sa fragilité est exposée. Ce n'est plus une posture, ce n'est plus un jeu. Il est face à un monde qu'il voit comme prédateur, un monde où l'innocence est une marchandise et la vulnérabilité une invitation à la violence. Tout son cynisme se confirme, mais de la pire manière possible. Et c'est là qu'on touche au cœur du sujet. L'Attrape-cœur, de J.D. Salinger, en fait, c'est pas simplement un roman sur un ado rebelle renvoyé de son lycée. C'est en réalité le récit d'un deuil impossible. Une quête désespérée d'authenticité dans un monde qui est une vaste mascarade. Je me suis toujours demandé, l'expérience de Salinger, la guerre, le débarquement, à quel point ça a pu infuser ce personnage, ce rejet total du monde adulte, cette vision presque traumatisée. Ça vient bien de quelque part, non? C'est une excellente question. Et la réponse est très probablement oui. Salinger a vu le pire de l'humanité. Et il a créé un personnage qui est allergique à toute forme d'hypocrisie, à ce qu'il nomme la fausse semblant, ce fameux mot phoniness en anglais, qui est la clé de tout en fait. Et c'est ce qu'on va explorer ensemble. Que l'on découvre le livre ou qu'on pense le connaître, on vous promet une chose. On va le voir sous un autre jour. On va décortiquer l'histoire, mais aussi les thèmes psychologiques qui en font un classique. L'aliénation, la perte, et ce besoin universel de connexion sincère. Alors, allons-y. L'histoire se déroule juste avant Noël, à Pensy Prep. C'est un internat assez prestigieux en Pennsylvanie. Et on y rencontre notre narrateur, Holden Caulfield, 16 ans. Il vient encore une fois de se faire renvoyer. Ses résultats sont catastrophiques. Dès les premières pages, on sent le décalage. Il est seul, sur une colline, il regarde de loin un match de football. Il est incapable de partager l'enthousiasme général. Pour lui, Pensy, c'est juste une usine à frimeurs. Et ce rejet de Pensy, c'est le rejet de toute la société. On le voit très bien quand il va voir son vieux professeur d'histoire, M. Spencer. Le prof lui sort la phrase un peu cliché « La vie est un jeu, mon garçon, il faut la jouer selon les règles ». Et pour Holden, c'est juste insupportable. Il pense dans sa tête que la vie est un jeu seulement si on est dans l'équipe des grands pontes. Sinon, il n'y a pas de jeu du tout. C'est sa première déclaration de guerre contre l'insincérité du monde. Un monde qu'il retrouve même dans sa chambre. Ses relations, c'est un condensé de tout ce qu'il déteste. Il y a son voisin, Robert Ackley, un garçon maladroit, plein de boutons qui s'incrustent tout le temps, et de l'autre côté, son colocateur, Stradlater. Lui, c'est le frimeur par excellence. Beau, populaire, mais creux. Et au milieu de tout ça, il y a Holden, avec son chapeau de chasse rouge, acheté pour $1. C'est plus qu'un chapeau, on dirait son armure, quoi. Le seul truc qui crie son individualité. C'est vrai. Mais ce qui est paradoxal, c'est que Holden lui-même est un menteur pathologique. Il passe son temps à inventer des histoires, donc ce n'est pas le mensonge en soi qu'il rejette, mais une forme très particulière d'hypocrisie. Celle des adultes, celle qui est acceptée par le système. Et le conflit qui va tout faire exploser est lié à ça. La tension monte quand Stradlater lui annonce qu'il sort avec Jane Gallagher. Ah, Jane. Une amie d'enfance de Holden. Oui. Pour lui, elle représente une sorte de pureté perdue. Il est obsédé par Souvenir, où il jouait aux dames, et où elle laissait tous ses rois sur la dernière rangée, juste parce qu'elle trouvait ça joli. Il supplie Stradlater de lui demander si elle fait toujours ça. Mais Stradlater, il s'en motte. À son retour, il est évasif, et Holden imagine le pire. Il l'insulte. Ils se battent. Et cette bagarre est cruciale. C'est pas juste de la jalousie, c'est une défense désespérée d'un idéal, de l'innocence de Jane. Face à l'indifférence de Stradlater, Holden se sent complètement impuissant. Il a l'impression que le monde adulte souille tout ce qui est pur. Que ferait-on dans une telle situation? Quand on a l'impression de se battre, seul contre tous, pour protéger quelque chose de précieux. On finit par fuir. C'est exactement ce qu'il fait. Au milieu de la nuit, blessé, seul et triste, il prend une décision impulsive. Il quitte Pensy, sur le champ, il crie « Dormez bien, tas de crétins !» dans le couloir et saute dans un train pour New York. C'est le début d'une errance de 3 jours.
une fuite en avant qui est en fait une chute. Et dès le train, son rapport à la vérité éclate. Il rencontre la mère d'un de ses camarades, un garçon qu'il méprise, et là il se lance dans un mensonge incroyable. Il décrit ce garçon comme un type sensible, modeste. Il se fait même passer pour le concierge, Rudolf Schmidt. C'est fascinant, non? Il déteste les faux semblants, mais il est le premier à en créer. C'est peut-être sa façon de tester les gens, ou alors juste un symptôme de sa solitude. Il préfère être n'importe qui d'autre que lui-même. Une fois à New York, il va à l'Edmond Hotel, un endroit assez sordide, et de sa fenêtre, sa vision cynique du monde se renforce. C'est là, dans un taxi, qu'il pose cette question devenue éthique. Il demande au chauffeur où vont les canards de Central Park quand le lac est gelé. C'est ça. Et ce qui est poignant, c'est qu'il ne demande pas s'ils meurent. Il demande où ils vont. C'est une quête de survie, de résilience. Inconsciemment, il cherche un modèle, une preuve qu'on peut disparaître face à un monde hostile et gelé. Et pourtant, revenir. C'est une question d'espoir, finalement. Il cherche une issue pour lui-même. Un espoir qu'il ne trouve pas. Chaque tentative de connexion est un fiasco. Il va au Lavender Room, il danse avec 3 touristes qu'il trouve d'une bêtise abyssale. Leur conversation tourne autour des stars de cinéma, il finit par payer leur verre, dépité. Plus tard, au piano-bar d'Ernie, il est dégoûté par le spectacle. Ernie frime, et le public applaudit une performance qu'il juge affectée. Chaque interaction le renvoie à sa solitude. Il est en plein Manhattan, la ville qui ne dort jamais. Et pourtant, il est plus seul que jamais. C'est ce paradoxe qu'il ronge. Il rêve d'une conversation simple, honnête, et ne trouve que de la superficialité. Comment on se sentirait pris dans cette spirale? On finirait par se demander si le problème ne vient pas de nous, ou si le monde entier est devenu fou. Et puis, au milieu de tout ça, il y a cette rencontre. Une petite lueur. Le lendemain matin, il déjeune à côté de 2 religieuses. Il engage la conversation, et à sa grande surprise, il apprécie. Elles parlent de littérature, de Roméo et Juliette. Holden est touché par leur simplicité, leur gentillesse. Elles ne sont pas fausses. Il insiste pour leur donner 10 $. Il se sent presque coupable de son propre confort. Malheureusement, ça ne dure pas. Il essaie de renouer avec des gens de son passé. Et c'est une catastrophe. Il a rendez-vous avec une ex, Sally Hayes. Au début, il est charmé, mais très vite, il est exaspéré par sa superficialité. Dans un élan de désespoir total, il lui propose de s'enfuir avec lui, de partir vivre dans une cabane loin de tout. C'est un cri du cœur. Mais pour Sally, qui est parfaitement intégrée au système, c'est une idée de fou. Et face à son refus, Holden perd le contrôle. Il lui dit qu'elle lui donne la nausée, une phrase d'une violence terrible. On a tous un peu connu ça, non? Ce moment où on a une idée qui nous semble vitale et où la personne en face nous regarde comme si on était dingue. C'est une solitude terrible. Plus tard, il essaye d'avoir une conversation adulte avec un ancien camarade, Carl Luce, qui le laisse seul, ivre-mort, dans un bar. Chaque porte se ferme. Il est seul. Ivre, il a plus que plus d'argent. Le froid de New York en décembre devient métaphorique. Il faut comprendre que toute cette détresse, cette colère, tout ça prend racine dans une tragédie. La mort de son jeune frère Ali, d'une leucémie. Ce chagrin non résolu, c'est le moteur de sa douleur. Holden garde comme une relique un gant de baseball sur lequel Ali avait écrit des poèmes. Cet objet, c'est le symbole de l'innocence perdue, de la perfection fauchée en plein vol. Sa rage contre les frimeurs, en fait, c'est une rage contre un monde injuste qui a laissé mourir son frère. Ivre et frigorifié, il pense à sa propre mort. Et c'est là qu'il prend une dernière décision désespérée. Il doit voir sa petite sœur de 10 ans, Phoebe, sa dernière bouée de sauvetage. Il se faufile chez ses parents, il la trouve endormie. En la regardant, il ressent pour la première fois un sentiment de paix. Phoebe, c'est son ancre. Elle incarne l'innocence qu'il veut protéger, elle est intelligente, drôle et surtout, elle ne triche pas. Quand elle le confronte et lui demande de nommer une seule chose qu'il aime vraiment, Holden, il est incapable de répondre. Et c'est là qu'il lui confie son rêve secret. Il s'imagine dans un immense champ de seigle au bord d'une falaise. Des milliers d'enfants jouent. Et son seul travail, ce serait de les rattraper s'ils courent trop près du bord. Il veut être l'attrape-cœur. C'est l'image la plus célèbre du livre. Et la plus déchirante. C'est une métaphore magnifique de son désir de préserver l'innocence, de sauver les enfants de la chute vers le monde des adultes. Mais c'est aussi tragique,
parce que c'est une mission impossible. On ne peut pas empêcher les gens de grandir, ni de tomber. Après ça, il va chez Monsieur Antolini, un ancien prof qu'il admire. Au début, la conversation est profonde. Antolini le met en garde contre la chute qui le guette. Mais la nuit tourne au cauchemar. Holden se réveille et trouve son prof assis à côté de lui qui lui caresse la tête. Terrifié, il interprète mal ce geste. Il pense que c'est une avance et il s'enfuit. Le lendemain, épuisé, il décide de partir pour de bon. C'est là que Phoebe le rejoint, sa valise à la main, prête à s'enfuir avec lui. Et c'est ce geste qui le sauve. Voir sa petite sœur prête à tout sacrifier pour lui, ça le brise. Il réalise l'impact de sa propre fuite sur la personne qu'il aime le plus. Il refuse de l'emmener. C'est un tournant. Il l'emmène au zoo, puis la regarde faire un tour de manège sous la pluie. Elle essaye d'attraper l'anneau doré. Et il est submergé par un bonheur si intense qu'il est au bord des larmes. À cet instant, il accepte. Il accepte qu'il ne peut pas la garder sous une cloche de verre. Il doit la laisser vivre, même si elle risque de tomber. Le livre se termine de manière très abrupte. On comprend qu'Holden raconte son histoire depuis un établissement de repos. Il reste très vague sur son avenir. Et il conclut sur une note étrange. Il dit que maintenant qu'il a tout raconté, tous les gens qu'il a critiqués lui manquent. Stradleter, Ackley, même Maurice, l'ascensoïste. C'est une fin douce amère, et c'est ce qui la rend si brillante. Il n'y a pas de guérison miracle, pas de happy end, mais cette dernière phrase, elle montre une évolution immense. En racontant son histoire, il a recréé un lien avec ces gens. Il réalise que même les relations imparfaites, frustrantes, font partie de l'expérience humaine. Et cette connexion, même douloureuse, est préférable à l'isolement total. Il a cessé d'être seul sur sa colline. Ce qui nous laisse avec une question, au fond. La quête d'authenticité de Holden, est-ce une critique juste d'une société hypocrite ou le reflet de son incapacité à accepter les imperfections de la vie ? En voulant protéger l'innocence à tout prix, ne risque-t-on pas de se couper du monde et de la complexité qui finalement fait de nous des êtres humains ?